Bonjour et bienvenue à tous. Nous attendons l'arrivée des personnes pour participer à cette conversation. Une fois que tout le monde est arrivé, nous allons commencer. Bienvenue. Très bien. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Sarah Arlan et je suis chef d'équipe de partenariat pour le projet Knowledge Success au Centre de programme de communication de Johns Hopkins. Knowledge Success est ravi d'être un partenaire de FP 2020 pour cette série de webinaires. Ceci est la 4e session de notre série Connecter des conversations. Si vous n'avez pas pu participer aux 3 premières sessions, vous pouvez regarder les enregistrements des webinaires. Ces enregistrements sont publiés sur le site YouTube de FP 2020 et nous avons publié des blogs sur le site web de Knowledge Success où vous pouvez trouver ces liens. Nous allons commencer avec des introductions et des détails d'intendance en attendant l'arrivée des autres. En attendant, veuillez écrire dans la colonne chat qui vous êtes et d'où vous venez. Comme ça, nous pouvons vous rencontrer. Ce webinaire va durer environ 1 heure. Il y aura une courte introduction. Après, il y aura une séance de questions-réponses. Ce webinaire sera interprété simultanément en français. Nous allons l'enregistrer en anglais et en français. L'enregistrement du webinaire sera disponible dans quelques jours. Pour écouter en français, veuillez cliquer sur le bouton en bas de votre écran. Vous voyez le mot interprétation et vous pouvez choisir le canal français. Après, vous pouvez couper le son du canal anglais. Les microphones des participants seront éteints pendant la session. Si vous avez des questions pour les intervenants, veuillez les mettre dans la colonne chat pendant le discours. Nous allons les recueillir pour la séance questions-réponses après la présentation. Mes collègues de Knowledge Success et FP 2020 surveilleront la colonne chat et nous allons répondre au plus grand nombre possible de questions. Alors, quelques informations par rapport à cette série Connecter des conversations, si vous n'avez pas pu participer au dernier webinaire. Connecter des conversations est une série de discussions sur la santé reproductive des adolescents. Cette série est organisée par FP 2020 et Knowledge Success. Durant l'année à venir, nous allons organiser ces sessions tous les 15 jours pour discuter d'une variété de sujets. Mais ceci n'est pas votre série de webinaires traditionnelle. Nous utilisons un style de conversation. Nous encourageons un dialogue ouvert avec beaucoup de temps pour répondre à vos questions. Nous vous garantissons que vous allez revenir. Cette série consiste à 5 modules. Notre premier module a commencé le 15 juillet et cela continue jusqu'au 9 septembre. Ce module est axé sur une compréhension fondamentale du développement et de la santé des adolescents. Nous essayons de préparer la voie avec ce premier module et nous offrons un cadre pour la compréhension de la santé reproductive des adolescents et des jeunes, ainsi que la mise en œuvre des programmes avec et pour les jeunes. Donc, notre sujet aujourd'hui est tirer des leçons de nos erreurs. J'ai l'honneur de vous présenter notre animateur, Emily Sullivan, qui est la responsable de l'implication des jeunes avec FP 2020. Elle est une défenseuse dévouée de la jeunesse. Elle va présenter nos intervenants aujourd'hui et elle va animer notre discussion. Alors, bienvenue Émilie, je vais vous donner la parole. Merci beaucoup Sarah et merci à vous tous d'être ici et de venir d'un peu partout. De l'Égypte, de Myanmar, de Madagascar, de la Floride. C'est une diversité impressionnante. Comme Sarah a dit, je m'appelle Emily Sullivan. Je travaille à FP 2020 comme responsable de l'implication des jeunes. Aujourd'hui, nous accueillons Chandramouli, Sonia Kapi et Blesmi Ajani du Nigeria. Sonia travaille à PAHO et Chandra travaille à l'OMS. Nous tiendrons une conversation aujourd'hui avec ce sujet de tirer des leçons de nos erreurs. Nous évitons le mot échec. Nous allons l'adoucir avec le mot erreur. Mais l'objectif aujourd'hui est que nous savons tous
que si nous ne prenons pas le temps de comprendre ce que nous ne faisons pas bien, nous n'allons jamais nous améliorer. Je pense que nous avons tous un ami qui peut se vanter, qui dit toujours qu'il est le plus fort pour certaines choses. C'est quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses échecs. Et cette personne est souvent difficile à supporter. Nous essayons d'éviter d'être ce genre de personne et nous sommes tous ici pour apprendre des uns des autres. D'apprendre des autres personnes et de reconnaître que si nous ne prenons pas les moments pour discuter des erreurs, des échecs ou pour discuter ce qui ne se passe pas bien, nous ne pouvons pas avancer d'une façon productive. Cela dit, j'aimerais vous encourager à penser à 3 choses avant que Chandra commence. Voilà la première. Comme nous avons dit à la fin de notre dernière présentation sur les normes sociales et culturelles, ceci est une question complexe. D'essayer de trouver comment mieux assurer que les adolescents et les jeunes ne se trouvent pas dans une situation de grossesse non souhaitée est une question compliquée. Dire que la solution n'est pas compliquée sera un mensonge à nous-mêmes et à notre mission. Voilà la vérité. Sans reconnaissance de cette complexité, il sera difficile d'avancer. Même si aujourd'hui nous nous focalisons sur les échecs et les erreurs et les meilleures réponses, nous avons toute une série pour discuter des solutions. Ne soyez pas frustrés qu'aujourd'hui nous allons parler des erreurs et des échecs, mais c'est un espace qui est conçu pour cela parce qu'il est quelque chose d'essentiel. Je demande à chaque personne d'arriver avec l'esprit ouvert et avec l'idée d'améliorer notre façon de travailler. Je vais demander d'abord à Chandra de nous présenter un aperçu. Après cet aperçu, qui va durer 5 à 7 minutes, nous allons lancer la discussion. Je vous encourage à mettre vos questions dans la colonne chat. Nous allons le suivre de près pour répondre à vos questions. Allons-y, Chandra. Commençons la discussion de tirer des leçons de nos erreurs. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour du département Santé et Recherche Génétique de l'Organisation mondiale de santé. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui, FP 2020 et Knowledge Success. Prochaine diapositive. L'année dernière, en 2019, le monde a marqué le 25e anniversaire de la Conférence internationale des Nations Unies sur la population et le développement. En travaillant étroitement avec le FNUAP, nous avons rassemblé toute une gamme de parties prenantes de par le monde, y compris 7 jeunes, pour tirer des leçons que nous avons apprises au fil des 25 dernières années. Nous avons identifié ce que nous avons bien fait, ce que nous n'avons pas fait parfaitement, des faux pas, des erreurs et même des échecs. Voilà le point focal de cette présentation. J'aimerais souligner que je présente ces observations avec du respect. Ce n'est pas une question de blâmer, ce n'est pas pour pointer le doigt. C'est pour reconnaître, comme Émilie a dit, que nous faisons tous des erreurs. Il ne faut pas faire des erreurs évitables et il faut apprendre de tout genre d'erreurs. Prochaine diapositive. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs. En premier, les solutions à l'emporte-pièce. Malgré la grande reconnaissance que les jeunes représentent un groupe hétérogène, la plupart des programmes utilisent une approche à l'emporte-pièce. La plupart, mais pas tous. Nous devons utiliser une approche adaptée pour répondre aux besoins différents et aux réponses différentes des différents groupes d'adolescents. Les plus âgés, les plus jeunes, les mariés, les non-mariés, les hommes, les femmes, ceux qui sont parents et ceux qui ne le sont pas. Les programmes menés par les ONG le font, mais les programmes à grande échelle du gouvernement ne le font pas en général. Mais tout cela commence à changer. Il y a un très bon exemple à Sierra Leone, une initiative pour répondre aux besoins des nouvelles mères. Cela fait partie d'un programme national. Prochaine diapositive. Deuxième problème,
Mauvaise portée. La plupart des adolescents ne sont pas atteints par les interventions qui les ciblent. Cela veut dire que malgré les interventions existantes, on n'atteint pas ces jeunes, comme vous pouvez voir dans cette évaluation venant de l'Inde. Après 5 ans du projet, une évaluation a découvert qu'il y avait beaucoup de groupes importants qui n'étaient pas à la portée du programme. Et quelles sont les conséquences? Il faut évaluer qui est atteint, qui n'est pas atteint par nos interventions. Et il faut adapter nos stratégies de prestation de services. Nous pouvons réaliser cet objectif avec des études de couverture. Ces études sont faciles à réaliser et sont extrêmement utiles parce qu'elles nous montrent qui a été laissé de côté, ce qui est important dans le contexte des objectifs de développement durable. Prochaine diapositive. Troisième problème, une fidélité inadéquate. Les interventions qui, selon les études, sont efficaces sont souvent exécutées d'une façon inexacte et incorrecte, c'est-à-dire avec une fidélité inadéquate. Alors, pas de surprise qu'ils ne sont pas efficaces. Nous devons assurer qu'un paquet d'interventions est présenté comme il a été conçu, avec une certaine fidélité. Prenons l'exemple d'une éducation complète à la sexualité. Nous savons tous des principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité qu'il est essentiel de fournir une éducation à la sexualité et de tisser des liens entre les services sanitaires et l'école. Ceci n'est pas le cas partout. Selon plusieurs études, et comme cette note politique provenance de l'UNESCO souligne, le contenu et la présentation de cette éducation à la sexualité n'est pas à la hauteur dans plusieurs endroits. Donc, fidélité inadéquate, les interventions qui sont efficaces dans le laboratoire ne sont pas bien présentées sur le terrain. Quatrième problème, faible dose. Le dosage est important. Nous avons parlé de l'adaptation aux différents groupes d'adolescents. Nous avons parlé d'atteindre les adolescents. Nous avons parlé de la fidélité, mais une chose essentielle est le dosage. Les interventions qui sont livrées avec un faible dosage, par exemple l'utilisation d'un seul canal pour 1 ou 2 sessions. Pendant la dernière session, Rebecca Lindgren a mis l'accent sur le fait que les normes sociales sont fortement enracinées. Nous ne pouvons pas les changer facilement. Il faut du temps et des efforts pour les changer. Donc, les interventions pour renforcer les connaissances, les attitudes, les croyances et les comportements devraient être livrées avec une certaine intensité et soutenues au fil du temps. Gage a fait un bilan exceptionnel qui démontre le fait que les Girls Clubs et les programmes de compétences de vie avaient plus d'impact sur le long terme et quand les filles y assistaient régulièrement. Les initiatives qui faisaient tout leur possible pour encourager les filles à revenir avaient de meilleurs résultats. Encore une fois, pas de surprise. Mais on ne le fait pas toujours. Prochaine diapositive. La 5e et dernière erreur que je vais souligner dans cette présentation, et désolé, il y a beaucoup d'informations sur cette diapositive, mais les points principaux sont à gauche. Une utilisation inappropriée de la formation, une surutilisation de formation. Nous reconnaissons tous que les agents de santé qualifiés, compatissants et bienveillants sont essentiels pour des systèmes sanitaires qui répondent aux besoins des adolescents. Nous le savons tous et cela se traduit en formation. Formation, des formations et encore des formations. Souvent, la formation est la seule approche à l'amélioration des compétences, des attitudes et de la motivation des agents de santé. Encore pire, souvent, c'est très mal fait. Les formations sont raccourcies, les activités de participation sont abandonnées et après, vous n'avez qu'un tas de diapositives. Nous devons faire mieux parce que cela représente une partie essentielle. Je sais que je parle de la formation des agents de santé, mais cela s'applique aux enseignants en plus et d'autres adultes et des jeunes qui travaillent avec les jeunes. Alors, il faut mettre en œuvre un paquet d'approches prouvées pour renforcer les capacités, pour motiver
et pour autonomiser les agents de santé, les enseignants et les autres de donner le meilleur d'eux-mêmes. Sur ce diapositive, vous verrez les catégories des interventions pour renforcer les capacités, pour motiver et pour autonomiser. Ce que nous apprenons de plus en plus, c'est que d'abord, il faut rassembler les enseignants et les agents de santé. Il faut qu'ils apprennent des uns des autres, il faut qu'ils se soutiennent et surmonter leurs préjugés. Ils peuvent apprendre plus d'eux-mêmes que par inviter les experts. Ce n'est pas l'un ou l'autre, les experts ont leur rôle à jouer, mais il faut utiliser un ensemble d'approches. Et avec cela, j'arrive à la fin de ma liste des 5 erreurs. Pour finir, prochain diapositive. À mon avis, un grand échec est le fait que personne ne parle de ses erreurs et de ses échecs. Quand j'ai reçu mon bulletin de notes à l'école, il y avait toujours des corrections. Peut-être il y avait ceux parmi vous qui ont fait la même chose que moi. C'était toujours très difficile de montrer ce bulletin de notes à mes parents. J'ai toujours essayé de cacher ce bulletin le plus longtemps possible, jusqu'au jour où il fallait le rendre à l'école. Voilà, nous faisons exactement la même chose dans le domaine de la santé publique. Il faut minimiser les erreurs et les échecs évitables, il faut atténuer ceux que nous ne pouvons pas éviter et il faut accepter que l'innovation et le risque vont de pair. Nous devons tirer des leçons de nos erreurs et de nos échecs, des nôtres comme des erreurs des autres, tout comme nous apprenons des succès. Prochain diapositive. Voilà un graphique fascinant qui a été conçu par Claire McNeely de la Fondation Gates. Voilà 4 aspects que j'aimerais souligner. Elle dit que les erreurs sont évitables, inévitables ou intelligentes. Les erreurs évitables sont des échecs de routine ou d'opération. Ne pas faire une analyse de la situation avant de concevoir un programme, voilà une erreur évitable. Les erreurs inévitables sont des questions de complexité ou d'incertitude. Par exemple, il y a un coup d'État dans un pays. Que faites-vous? Il y a une inondation. Que faites-vous dans cette situation? Et il y a des erreurs intelligentes. Par exemple, nous essayons de trouver des moyens d'atteindre des jeunes avec des services dans le contexte de la Covid. Il faut comprendre qu'en essayant de le faire, nous allons faire des erreurs. Alors, que faire? Vous essayez d'éviter des erreurs évitables avec les actions que vous trouvez ici, les erreurs inévitables avec les actions que vous trouvez là et les erreurs intelligentes avec les actions que vous trouvez ici dans cette liste. Là, il y a beaucoup d'informations sur les liens entre prendre les risques et l'apprentissage et d'accepter les risques et même de reconnaître les risques et les échecs. En conclusion, il faut apprendre. Nous devons apprendre de toutes nos erreurs, les erreurs évitables, inévitables et intelligentes. Ce n'est qu'en reconnaissant vos erreurs que vous allez vous améliorer. Merci. À vous, Émilie. La présentation et les études que j'ai utilisées pour préparer cette présentation seront disponibles avec le programme Knowledge Success. Merci et à vous, Émilie. C'était très bien fait, Chandra. Vous nous avez donné un bon aperçu de tout ce que nous allons essayer de discuter aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations, mais je pense que nous sommes tous d'accord que le vrai échec est de ne pas reconnaître nos erreurs et de ne pas faire tout ce que nous pouvons pour en tirer des leçons, pour nous améliorer. Chandra a parlé de beaucoup de sujets. Il a parlé d'une combinaison des avancées avec une approche à l'emporte-pièce, de penser que tous les jeunes vont répondre à une seule solution, que nous n'avons pas la portée qu'il nous faut, que nous n'atteignons pas les jeunes qui sont ciblés, des questions de fidélité inadéquate, ce qui veut dire que nous ne suivons pas les directives et les preuves, les données probantes comme nous devrions le faire, un faible dosage ou ne pas faire les genres de programmes avec la bonne intensité et que nous nous focalisons sur les approches comme les formations et même les formations isolées.
Sonia, je suis curieuse. Dans votre région, la région de l'Amérique latine et les Caraïbes, quelles sont vos observations en pensant à la présentation de Chandra? Et après, nous allons parler avec Bless Me. Merci infiniment. Bonjour à tous. Je suis contente d'être ici. Bonjour de Pao. C'est un sujet essentiel et je suis très reconnaissante d'avoir été invitée pour participer à cette conversation. Dans notre région, nous avons vu les mêmes choses. L'importance de profiter de nos erreurs et d'essayer de nous améliorer en avançant. À mon avis, il y a plusieurs raisons que j'ai vues en travaillant avec nos homologues dans la région où je travaille, pour lesquelles les personnes hésitent à reconnaître les erreurs et ne veulent pas en parler. Pendant longtemps, la santé reproductive des adolescents a été une question de militantisme. Des personnes travaillent cœur et âme pour défendre l'importance de travailler avec les adolescents et pour les adolescents, ce qui est légitime, et pour élaborer les interventions. Alors, il est très difficile, quand vous y avez mis votre cœur et âme, de dire « bon, peut-être cela ne fonctionne pas. Je me sens bien, mais je n'ai pas eu de résultat. » C'est une des choses que nous avons notées. Il faut continuer à défendre la santé des adolescents parce que parfois, on fait fi de ces questions. Mais en même temps, il y a beaucoup de preuves et des preuves fortes sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est une décision difficile à prendre quand il faut dire « bon, peut-être il faut s'arrêter pour faire quelque chose de nouveau ». Je pense que celle-ci est une raison. Et l'autre raison que j'aimerais mentionner très brièvement est la question des bailleurs de fonds et le financement. Peut-être que nous avons peur de reconnaître nos échecs ou nos erreurs parce que nous avons peur de perdre notre financement. Encore une fois, c'est quelque chose qui, une fois que nous avons un financement garanti ou plus d'accès au financement et nous reconnaissons que à tirer des leçons de nos erreurs représente la croissance, peut-être ça va nous aider à renforcer le suivi et les évaluations pour être sûr que nous pouvons en tirer des leçons. Ce sont des observations très intéressantes, Sonia. J'imagine que Bless Me connaît quelque chose par rapport au travail de l'activisme et la frustration de l'autre côté quand tout ce que vous avez défendu et les luttes que vous avez menées sont terminées, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ça peut être difficile après de se demander pourquoi cela ne fonctionne pas et qu'est-ce que nous avons mal fait malgré tous ces efforts pour encourager les autres à reconnaître les besoins des adolescents. Bless Me, avez-vous des réactions à tout ce que Chandra et Sonia ont dit? Oui, merci Émilie. J'espère que tout le monde peut m'entendre et qu'il n'y a pas trop d'écho. Merci Chandra pour cette présentation. Je suis ravie de faire partie de cette conversation et j'espère que cela peut nous emmener à réfléchir à quelques interventions que nous réalisons à travers les régions et voir où il faut s'adapter ou changer de voie. Quelques réponses à la présentation de Chandra. Prenons en compte les preuves qui nous ont déjà été présentées. Il est clair qu'il faut faire des choses différemment. Ma première observation est par rapport aux formations, et les formations et encore des formations. La communauté de pratique devrait réaliser que oui, nous parlons de la santé reproductive et sexuelle des adolescents, mais nous n'avons pas vraiment trouvé les racines du problème avec les agents de santé. Ce n'est pas une question de comportement. Je pense qu'il faut commencer à penser à changer les formations pour s'attaquer aux problèmes comportementaux et non pas leurs compétences techniques. Je crois que les agents de santé sont allés à l'école. Ils ont reçu une formation technique de l'école, mais les questions fondamentales qu'il faut changer avec nos formations ou nos engagements avec les agents de santé sont les questions de comportement, comme le jugement ou la réponse aux adolescents.
Voilà pourquoi nous n'avons pas de système sanitaire qui réponde aux besoins des adolescents. Ce n'est pas simplement une question de santé sexuelle et reproductive des jeunes. Les moments où ils vont à un établissement sanitaire pour des questions comme le paludisme sont aussi importants. Le paludisme est très commun au Nigeria, alors c'est un exemple facile. Quand je vais à l'hôpital et je souffre du paludisme et l'agent de santé me traite d'une façon responsable et accueillante, c'est une solution simple. Donc, où est le vrai problème? Il nous faut plutôt nous focaliser sur les changements nécessaires au programme ou au contenu de nos formations pour traiter du comportement et des changements comportementaux, tout comme nous essayons d'influencer le comportement des jeunes pour avoir une attitude positive de santé. Même chose, il faut commencer à penser aux agents de santé aussi. Deuxièmement, en parlant du dosage, je pense qu'il est essentiel de penser à nos interventions. J'espère que les bailleurs de fonds font partie de cette conversation. Quand nous testons une idée dans une région ou dans une partie d'un pays et après nous pensons que toute la société va changer sans amplification du programme, ça va continuer à ne pas fonctionner. Nous ne pouvons pas atteindre un changement à grande échelle sans effort supplémentaire. Par exemple, au Nigeria, nous ne pouvons pas tester une idée avec les autorités locales dans 3 régions sur 12. Nous ne pouvons pas attendre qu'après les idées nationales sur la grossesse des adolescents va changer tout de suite. Il faut penser à la durée des tests et il faut amplifier ces programmes à toutes les régions. Et après, oui, nous pouvons dire que nous avons une intervention complète et nous verrons les résultats désirés. Il faut commencer avec cette idée. Comment amplifier ce programme, comme Chandra vient de dire. Merci beaucoup, Émilie. Je ne veux pas prendre trop de temps. Vous avez raison, il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons déjà 2 questions dans la colonne chat, mais je pense que nous devrions prendre un petit moment pour parler un peu plus des formations. C'est une des interventions les plus communes maintenant. Malheureusement, souvent, ce sont des formations isolées ou des formations qui manquent de suivi. Je ne sais pas si Chandra ou Sonia, vous avez quelque chose, vous avez eu quelques réactions à ce que Bless Me a dit par rapport aux formations. Il me semble que nous sommes dans un cercle de formation après formation après formation. Quels sont les vrais résultats de ces formations et pourquoi pensez-vous que ce ne sont pas les résultats souhaités? Sonia, aimeriez-vous répondre d'abord, s'il vous plaît? Oui, merci Chandra. Je pense que les habitudes sont une des raisons que nous nous trouvons dans cette situation. D'abord, les modalités connues sont les premières à être utilisées. C'est comme quand nous pensons de formation, nous voulons parler de toutes les questions. Nous avons tellement de sujets et nous avons 10 modules et nous ne comprenons pas vraiment comment cela fonctionne l'apprentissage. Je pense aux exemples récents dans notre région. Quand nous avons parlé de la formation des adultes et que nous voulions renforcer les compétences de nos agents de santé pour améliorer la qualité des services sanitaires pour les adolescents, il fallait penser différemment. Pour dire, bon, chaque adulte a son mot à dire et bien sûr, chaque agent de santé a son mot à dire et a quelques connaissances avec quelques expériences. Comment profiter de cela? Comment changer le paradigme? Je pense que Chandra a dit est vrai. Il faut permettre aux personnes d'apprendre des unes des autres. Quand vous êtes là devant une salle et beaucoup de personnes, certainement des personnes de mon âge, nous avons appris en utilisant ce style à l'école.
L'enseignante est là devant tout le monde et l'enseignante va vous apprendre. C'est ce modèle du haut en bas que nous avons utilisé et peut-être c'était par instinct que nous essayons de recréer ce modèle pour chaque formation. Mais avec l'apprentissage par des pairs et en disant quels éléments sont essentiels pour nous ou comment tirer des leçons des expériences, je pense que c'est une approche révolutionnaire. Et je pense qu'il y a de bons exemples de ces changements. Voilà ce qu'il faut adopter. Voilà ce qu'il faut professionnaliser pour changer notre optique sur la formation. Je pense que ce genre de conversation va nous aider à penser différemment par rapport à la formation des agents de santé. Je peux continuer avec ces idées, Émilie? Chandra a dit, Émilie a dit, oui, excellent, oui, s'il vous plaît. J'aimerais parler de ce que Bless Me et Sonia ont dit. Bless Me a parlé du changement de la nature de formation et Sonia a dit qu'il faut changer nos habitudes. Il faut trouver de nouveaux moyens, de nouveaux paradigmes d'apprentissage. J'aimerais présenter 3 observations. D'abord, comme Sonia a dit, nous organisons des formations parce que c'est ce que nous avons toujours fait. Quand nous parlons de l'amélioration de la performance des agents de santé, nous disons tout simplement, il faut les former. Nous pensons que ce sont des mots interchangeables. Mais la formation n'est pas quelque chose de mauvais. En fait, la formation est importante. Mais nous savons, grâce aux études, que la formation est mieux quand elle est effectuée dans des petits groupes, quand on a des points focaux bien définis et quand on utilise plusieurs méthodes. La formation doit être bien faite et elle doit être faite en combinaison avec d'autres interventions. Comme Bless Me a dit, si nous réalisons des formations, il faut les faire bien et il faut les adapter aux compétences que nous souhaitons améliorer. Deuxième observation. Il y a plusieurs approches efficaces et prouvées. Par exemple, pour améliorer la performance et la compétence des agents de santé, vous pouvez faire des formations, vous pouvez encore faire de la formation, mais vous pouvez aussi donner des personnes des outils de référence pour les aider à se mettre à jour. Encore une question importante, la motivation. Comme Bless Me a dit, ils savent exactement ce qu'il faut faire, mais peut-être qu'ils ne le font pas parce qu'ils pensent que donner de la contraception aux adolescents non mariés est quelque chose de mal, ou que l'homosexualité est quelque chose de mal. Ce sont les problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec une simple formation. Si quelqu'un vient de Genève ou si quelqu'un vient de la capitale, les agents de santé ne vont rien dire, ils vont simplement écouter et faire comme s'ils sont d'accord et continuer à faire ce qu'il faut faire. Ce que vous devrez faire est de les questionner et changer ou résoudre ces problèmes. Voilà où l'approche d'apprentissage collaboratif est essentielle. Des personnes peuvent apprendre des unes des autres et peuvent se questionner. La troisième et dernière observation est la question de la responsabilité. Beaucoup d'études ont démontré que les agents de santé savent exactement ce qu'il faut faire, mais quand un faux patient arrive, les notes que ces agents de santé reçoivent des évaluateurs ont chuté de 80 à 20. Cela veut dire qu'ils savaient exactement ce qu'il fallait faire, mais ils ne voulaient pas le faire à cause d'un manque de redevabilité. Pour cela, il vous faut une responsabilité. Il faut une responsabilité à la communauté et aussi aux adolescents. Avec ce mouvement vers une couverture sanitaire universelle, nous parlons des systèmes de santé réactifs où les communautés et les jeunes sont responsables. Mais il faut tenir redevables les agents de santé. Après tout, ils sont payés et soutenus pour ce travail. Il faut le faire bien et sinon,
il faut les tenir responsables. Ce n'est pas une question de punition ou de prison. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui surveille et quelqu'un auquel vous êtes responsable. Si vous manquez du respect à un adolescent, vous êtes responsable. Si vous refusez de traiter quelqu'un parce que vous croyez que les adolescents qui ne sont pas mariés ne devraient pas avoir des relations sexuelles, vous êtes tenu responsable. À vous, Émilie. Il y a beaucoup d'informations là. Je ne sais pas, Bless Me, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à la formation ou devrais-je passer à la prochaine question? Nous avons beaucoup de questions dans la colonne chat. Je pense que nous avons déjà dit beaucoup sur la formation. Peut-être nous devrions commencer avec des questions que nous trouvons dans la colonne chat. C'est une conversation vraiment intéressante. D'accord. Bon, Chandra a parlé de deux choses que je trouve importantes, qui sont liées aussi aux questions dans la colonne chat. Vous avez parlé de la responsabilité et dans ce cas, vous faisiez référence aux agents de santé. Mais quelqu'un dans la colonne chat voulait savoir quels sont quelques moyens à encourager le gouvernement, les ONG, les bailleurs de fonds de penser à ces corrections pour effectuer de vrais changements quand ils font leur examination de ce qui se passe pour de vrai. Quels sont nos conseils pour encourager quelques-uns de ces groupes? On parlait surtout des gouvernements, de vraiment regarder de près leurs initiatives et leurs propositions, leurs politiques et les programmes pour mieux comprendre le fonctionnement et le bon fonctionnement des programmes. Quels sont vos conseils? Encore une fois, je vais demander à Sonia de commencer. Comme conseillère régionale, elle comprend ce qui se passe dans les pays et je peux ajouter quelque chose à sa réponse. Très bien. Merci. D'après des choses que nous avons vues, ce que nous avons compris de ce qui se passe sur le terrain, est que d'abord, il est important pour les gouvernements de reconnaître les compétences et les efforts des agents de santé d'être formés et d'améliorer et pas simplement regarder leur performance. Voilà un exemple. Pendant plusieurs années dans notre région, il y avait un programme de bourse pour la formation dans la santé des adolescents. Après quelques années, nous avons fait une évaluation. Plusieurs personnes ont dit « Je n'ai pas l'occasion d'utiliser ce que j'ai appris et il n'y avait pas d'incitatif parce que je n'ai pas avancé dans ma carrière. » Ce n'est pas toujours une question de financement. C'est souvent des questions de reconnaissance, d'avancement et d'appréciation. Je pense qu'il est très important d'encourager les gouvernements à continuer à avoir ce dialogue avec les travailleurs de santé. Quels sont les incitatifs qui vont les encourager et qui vont les motiver à continuer à avancer et de s'améliorer et d'améliorer leur qualité? Dans un de ces pays, il y a un département qui regarde les questions de qualité. J'aime bien ce que Chandra a dit par rapport à la responsabilité. Voilà ce qu'ils font. Ils demandent à tous leurs districts d'envoyer leurs plans pour l'amélioration de la qualité et les résultats de ces plans. Chaque année, ils organisent une grande réunion et ils reconnaissent quelques-uns de ces efforts. Ils donnent une récompense. Il y a une publication du gouvernement chaque année qui note quelques-uns de ces pratiques exemplaires. Voilà un moyen de motiver et d'encourager l'amélioration continue de la qualité. Alors, voilà quelques pratiques. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que les problèmes de rémunération et de conditions de travail sont des limitations.
Et oui, ils ont raison, mais il y a des choses que nous pouvons faire et que les gouvernements peuvent faire et que les autorités locales peuvent faire pour continuer à encourager l'amélioration de la qualité des services. C'est bien. Et j'ai aussi entendu parler, pas des gouvernements, mais des organisations qui ont donné des récompenses pour, en fait, les plus grands échecs, pour reconnaître ces échecs. Je pense que c'est une approche intéressante de reconnaître ceux qui sont prêts à dire, bon, nous avons essayé cela, cela n'a pas fonctionné, voilà ce que nous avons appris. Et je ne sais pas si Chandra, vous aimeriez parler et après Bless Me. Oui, j'aimerais continuer et suivre ce que Sonia a dit. Votre question était la suivante. Que pouvons-nous faire? Il y a beaucoup d'activités que vous pouvez réaliser au niveau communautaire. Par exemple, un audit communautaire. CARE International a ses notes, des bulletins de notes pour les communautés qu'elles peuvent utiliser. Les chartes des citoyens, les audiences publiques, ou même quand quelqu'un meurt dans un hôpital, il y a un audit de la mort. Alors, il y a des choses que vous pouvez faire au niveau local et avec le contexte de la responsabilité sociale, cela arrive. Mais que pouvons-nous faire au niveau national? Je vais vous donner un exemple concret. En 2014, le gouvernement indien a lancé un nouveau programme pour la santé des adolescents, le RKSK. C'est un programme énorme qui est financé par les ressources indiennes. C'est un programme à plusieurs niveaux pour répondre à toute une gamme de questions. Après 2 ans, le gouvernement a reconnu qu'on n'avait pas eu les résultats souhaités. Le gouvernement a travaillé avec nous et a invité l'OMS à soutenir le programme. Nous avons travaillé avec les chercheurs en Inde pour faire une étude dans 4 États, ainsi qu'au niveau national. Nous avons présenté les résultats à une réunion avec le ministère de Santé que le ministère de Santé et l'OMS a organisé avec une 50aine de participants. J'avais peur quand nous avons commencé la réunion. Je ne savais pas s'ils allaient recevoir les rétroactions que nous avons présentées. Et j'étais fière que les participants avaient compris les observations du niveau le plus élevé au niveau plus bas. Ils ont accepté les critiques et ils ont reconnu qu'il fallait améliorer le programme. Mais je pense qu'ils l'ont fait parce qu'il y avait des messages clairs du Premier ministre qui voulait que le programme marche. Il y avait un engagement à améliorer le programme. Donc, je pense que s'il y a une volonté à améliorer et un environnement sûr pour parler des échecs et des erreurs, cela peut fonctionner. Bon, nous parlons des gouvernements, mais peut-être nous pouvons parler de nous-mêmes. J'ai travaillé à l'OMS depuis 25 ans. J'ai travaillé dans plusieurs départements. Et dans certains départements, je n'aurais jamais parlé d'une erreur ou d'un échec parce que je ne croyais pas que ces informations n'allaient pas être utilisées contre moi plus tard. Dans d'autres départements, je me suis sentie assez confortable en parlant des échecs. Je pense que les personnes parleront des échecs quand ils se sentent en sécurité. Voilà le grand défi. Et c'est ce que vous avez dit, Émilie. Nous ne voulons pas rendre hommage aux échecs qu'on aurait pu éviter. Nous ne voulons pas reconnaître que quelqu'un n'a pas fait une analyse de situation et a conçu un programme qui n'a jamais réussi. Il faut
que ces personnes soient responsables pour ces échecs. Mais si quelqu'un a fait une erreur, malgré leurs meilleurs efforts, il faut les reconnaître. À vous, Émilie. C'est bien. Alors, nous avons parlé des façons de penser à un programme approprié des récompenses, non seulement pour ceux qui adhèrent à ce qui est déjà connu, mais aussi des interventions avec des bulletins de notes locaux ou de mener des études, ou que le gouvernement soit d'accord pour évaluer ces projets, pour évaluer les recherches, pour développer des stratégies ensemble. Bless Me, vous avez quelque chose à ajouter, peut-être par rapport à comment travailler en collaboration avec les gouvernements en particulier, et comment voir ces corrections et changer le programme? Oui, d'accord. Et je pense que je vais continuer sur la même voie que Sonia. Il est important pour les agents de santé que le gouvernement fasse quelque chose pour les motiver. Et ce n'est pas seulement des questions de fond. Je pense qu'une question importante est le fait que les agents de santé ont beaucoup de compétences différentes. Parfois, quand je vais à l'établissement qui est près de chez moi, je parle avec l'agent de santé qui y travaille. Une des choses que le gouvernement devrait faire, augmenter le nombre d'agents de santé qui travaillent dans des établissements sanitaires. Comme ça, ils seront disponibles pour aider les clients et aussi pour soutenir tout le système. Il faut qu'ils voient comment les formations les aident à avancer dans leur métier. Les agents de santé assistent à beaucoup de formations sans promotion. Alors voilà les autres incitatifs que le gouvernement pourrait utiliser pour changer notre façon de fonctionner, notre façon de concevoir le système de promotion. Tout cela devrait être basé sur la performance de chaque agent de santé et basé sur la compétence de chaque agent de santé en termes de santé sexuelle et reproductive des adolescents. De plus, harmoniser leurs interventions d'une façon qu'un partenaire du gouvernement ne forme pas les agents de santé et après un autre partenaire arrive pour former les mêmes agents de santé. Je pense que cette coordination devrait être renforcée au niveau du gouvernement pour maximiser les ressources que nous avons et pour assurer que chaque partie est contente. Le gouvernement est content, les jeunes sont contents, les agents de santé sont contents à travailler. Et après, bien sûr, nous allons voir les changements souhaités. Émilie, un petit commentaire pour continuer sur la même voie que Bless Me. Elle a commencé en disant qu'elle avait de la pitié pour quelques agents de santé. Et vous savez que nous avons parlé de la redevabilité de ces agents de santé. En même temps, une des choses que notre directeur général Tedros continue à dire est qu'il faut reconnaître leur travail. Il faut les payer à temps. Il faut être sûr qu'ils voient la justice des promotions. Il faut leur donner les équipements nécessaires pour leur travail. Nous avons même vu des problèmes avec cela dans les pays les plus riches du monde. Les travailleurs de santé ne reçoivent pas les matériaux qu'il leur faut pour être en sécurité et pour fournir des soins de qualité. Vous savez, avant de tenir des agents de santé et les enseignants responsables pour leur performance, il faut tenir responsables les gouvernements, de protéger les agents de santé et de les soutenir dans leur travail. C'est une chaîne de responsabilité à plusieurs niveaux
pour un fonctionnement complémentaire. C'est ça qui va assurer que quand une jeune fille de 16 ans arrive et dit « Je pense que je n'ai pas mes règles, pouvez-vous m'aider ?» Elle est traitée d'une façon respectueuse et en toute confidentialité. C'est bien. Quelqu'un dans la colonne chat est d'accord avec vous, Chandra. En fait, vous tous êtes en train de dire que oui, les agents de santé sont traités d'une façon abusive à cause des mêmes questions de sexe auxquelles font face les différentes communautés du reste du monde, ainsi qu'une manque d'un salaire décent, des bonnes conditions de travail. Tout cela représente de vrais défis. Et après, de leur demander de fournir des soins compatissants aux adolescents, ce n'est peut-être pas leur priorité. Cela peut être très difficile. Prochaine question. Dans la présentation de Chandra, il a fait référence à la durée, le dosage, l'intensité, en disant essentiellement que beaucoup de programmes et d'interventions que nous avons effectués pour les adolescents et les jeunes en essayant d'éliminer ou réduire les grossesses non souhaitées parmi les adolescents, rarement ont la durée ou la fidélité que nous souhaitons. Beaucoup de ces éléments sont imposés par les bailleurs de fonds. La durée d'un projet, la conception d'un projet, parfois ça devient une exigence du bailleur de fonds, mais aussi de la structure des ONG. Quels sont les obstacles que nous pouvons surmonter quand il y a vraiment un problème de faible dosage, courte durée? Comment lutter contre ces problèmes? Vous avez quelques idées? Qui aimerait répondre d'abord? À vous, Sonia. Oui, merci. Vous voyez, je la suis très bien. Nous avons un bon rapport. Je vais utiliser l'exemple d'un programme que nous avons mis en œuvre ici dans notre région. Ce programme s'appelle le programme Familias Fuertes, qui touche plus de 200 000 familles chaque année dans plusieurs pays. Après plusieurs années de la mise en œuvre, c'est un programme fondé sur l'épreuve. Nous avons observé que nous sommes montrés négligents. Des personnes changeaient le programme en disant « Vous savez, c'est un programme de 7 sessions, mais les parents ne veulent pas venir cette fois, les adolescents s'ennuient, alors je vais changer cela, je vais ajouter quelque chose. » Alors, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait retourner à l'essentiel pour mettre l'accent sur la présentation, l'organisation, la formation, le renforcement des capacités, qu'il fallait souligner les principes fondamentaux. 1. Le principe fondamental de la fidélité. Qu'une fois que vous changez un programme dramatiquement, j'ai vu qu'il y a eu quelques questions par rapport à la différence entre la fidélité et l'adaptation à la situation locale ou le contexte local. Il faut reconnaître quels sont les éléments clés d'une intervention et vous ne pouvez pas les changer. L'adaptation doit être avec les éléments autour du cœur du programme. Une fois que vous changez les éléments clés, les éléments de base, les principes essentiels d'un programme, ce n'est plus le même programme. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait développer des outils supplémentaires et des modalités de renforcement de capacité supplémentaires pour renforcer l'importance de dire bon, cette intervention à cette séance, si vous ne faites que 4, vous n'allez pas réaliser les résultats souhaités avec ce genre d'intervention basée sur les preuves, fondée sur les évaluations. Vous ne pouvez pas changer quelque chose sans processus. Et alors, c'était vraiment pratique
d'aller parler avec ceux qui organisent ces programmes dans les pays pour développer de plus amples informations. Ils m'ont présenté ces documents pendant leur réunion annuelle et leur formation annuelle, des moments avec leurs facilitateurs, les agents de la mise en œuvre, pour améliorer la qualité de la mise en œuvre de ce programme. Je pense que ce sont les choses essentielles. Encore une fois, tirer des leçons de nos erreurs ou même apprendre en disant « bon, si nous ne pouvons pas faire cela bien, nous n'aurons pas les résultats. » Et il y aura des conséquences directes, peut-être pour le financement ou pour la fiabilité du programme. Voilà ce que nous essayons de faire, de toujours nous questionner en disant « bon, comment pouvons-nous mieux faire ?» Nous avons déclenché ce processus avec des évaluations externes. Nous avons dit, bon, nous allons demander à l'université de réaliser cette évaluation et après, elle va nous dire ce que nous pouvons faire pour avoir de meilleurs résultats. Je pense que ceci est un exemple de tirer des leçons de nos erreurs. Merci Sonia. Et pour ajouter quelque chose, comme Sonia a dit, le point focal doit être la mise en œuvre. Et encore un point focal doit être la mesure. Cette semaine, l'OMS et le monde fêtent la fin du polio en Afrique. C'est un succès énorme. Étant donné qu'au Nigeria, les derniers cas étaient dans des zones de conflit touchées par Boko Haram, les agents de santé sont y arrivés et ont fourni ce point focal. Il y avait un très bon suivi, on a pensé de la mise en œuvre et voilà, nous avons réussi. L'industrie pharmaceutique, la communauté des vaccinations disent qu'il y a ce dernier kilomètre, qu'il faut se focaliser sur cette dernière étape. Voilà ce qu'il faut faire. Dans le domaine de la santé des adolescents, je pense que nous sommes prêts à... Bon, bien sûr, les concepts sont importants et la théorie est importante, mais je pense que ce qu'il nous faut maintenant est de mettre l'accent sur tirer des leçons du secteur privé, de tirer des leçons de l'industrie pharmaceutique pour nous focaliser sur la gestion de la bonne qualité et l'utilisation des données pour améliorer la performance. Je pense que cela devrait être notre objectif. Et encore une fois, la COVID nous a montré que vous n'avez pas besoin de beaucoup de fonds pour ce faire. Même des pays à faible revenu comme le Rwanda ou les pays à revenu intermédiaire comme le Vietnam nous ont montré ce qui est possible. Vous n'êtes pas obligé d'être riche pour réaliser une bonne gestion des programmes. J'aimerais reconnaître, avant de passer la parole, que beaucoup de commentaires que j'ai vus sans voir la colonne chat ont été présentés par Jill par rapport aux agents de santé. Et je répète ce que Jill a dit, qu'il faut avoir de la compassion pour les agents de santé. Il faut reconnaître que beaucoup de femmes agentes de santé sont des victimes d'harcèlement sexuel. Il est très difficile d'attendre qu'elles seront gentilles et respectueuses quand elles sont maltraitées. À vous. Ce que vous venez de dire est très important, Chandra. J'aimerais répondre à quelque chose que Sonia a dit. Sonia, vous avez dit qu'en essayant de penser à l'amélioration des programmes, il est essentiel de penser aux éléments clés dans l'adaptation. Oui, une adaptation locale des projets pour être sûr que la durée est adéquate, que le dosage est adéquat, que la fidélité est appropriée.
Et après, oui, vous pouvez changer quelques éléments d'un programme, mais vous ne pouvez pas changer les éléments clés. Sinon, vous ne pouvez pas anticiper que le programme aura un vrai impact. Je sais que Bless Me, vous avez eu beaucoup d'expérience dans la mise en œuvre des différents projets axés sur les adolescents, surtout les filles adolescentes. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport aux questions liées à la durée, le dosage et la fidélité des programmes, surtout les programmes pour les filles adolescentes? Merci, Émilie. Je vais ajouter mes idées à ce que Sonia et Chandra ont déjà dit. Je pense qu'une chose qui devrait être un point focal est l'opportunité pour la collaboration. Il est important de comprendre que oui, beaucoup de nos projets sont axés sur des jeunes comme notre public cible, mais une chose qu'il faut prendre en compte et comprendre après cette réunion est le fait que les jeunes n'existent pas en isolement. Les jeunes n'existent pas tout seuls. Ils existent dans une variété d'environnements, ils existent sur plusieurs niveaux. Il y a beaucoup d'influence sur leur comportement sanitaire, si nous sommes d'accord ou pas. Voilà pourquoi maintenant j'aimerais parler de l'éducation par des pairs. Je pense qu'une chose que nous devrions encourager est la collaboration. Il est une chose de dire bon, j'ai vu une question dans la colonne chat qui parlait de l'éducation des pairs et ses effets. Quelqu'un a mentionné que nous avons mis en œuvre l'éducation des pairs à grande échelle au Nigeria et aussi à l'échelle communautaire. Ce qu'il faut reconnaître est que même si l'éducation des pairs est fantastique, cela améliore l'attitude des pairs, cela améliore les connaissances des jeunes. Une chose que nous n'avons pas encore discuté est le fait que nous ne mettons pas en place l'environnement social pour aider ces jeunes à changer leur comportement. Donc, ils savent intellectuellement que oui, ceci est le bon choix. Mais ils n'ont pas un environnement qui va les encourager à prendre les bonnes décisions. Par exemple, nous avons un programme d'éducation par les pairs où les jeunes assistent à cette session où on parle du contenu du projet. Mais voilà, cette jeune est enceinte. Elle a besoin d'un système de soutien social pour qu'elle ne tombe pas enceinte encore une fois. Le soutien doit être un processus des jeunes. Souvent, nous pensons de l'éducation par les pairs d'une façon verticale et nous ne pensons plus du soutien social. Je pense que c'est quelque chose que nous devrions apprendre. L'éducation par les pairs est très bien, mais il faut comprendre que pour vraiment effectuer des changements comportementaux, pour avoir les connaissances qu'il faut pour changer, il faut rassembler les services, il faut rassembler les fournisseurs de services et tout ce soutien social que nous rendons possible pour les aider à changer leur comportement. Voilà quelque chose que je vais ajouter par rapport à la durée et les chances que nous effectuons des projets ou que nous mettons en œuvre des projets verticalement. Pourquoi nous ne pensons pas, bon, quand je leur dis telle ou telle chose, quelle est la prochaine étape? Comment aider une personne à avoir accès aux services sanitaires? Ou par exemple, si une jeune fille arrive et qu'elle dit j'ai un problème avec mes règles et vous pouvez lui donner des conseils, mais quelle est la prochaine étape? Comment elle peut avoir les médicaments pour l'aider avec ses règles? Qui va payer ces médicaments?
Ou si une jeune dit « je n'ai pas l'argent pour acheter les serviettes sanitaires, j'ai des problèmes d'hygiène », ou vous pouvez traiter des infections qui arrivent, mais quelle est la prochaine étape? Comment peut-elle avoir accès aux serviettes sanitaires? Vous savez, ce sont les soutiens sociaux qu'il faut établir et qu'il faut rassembler pour concevoir des interventions efficaces pour des jeunes. Les jeunes n'existent pas en isolement. Les jeunes ne prennent pas ces décisions tout seuls. De plus, il faut travailler avec intention quand nous travaillons avec des personnes autour d'un jeune. Quand nous élaborons des programmes pour les adolescents comme public cible, il faut comprendre comment aider les parents à comprendre les nouvelles réalités des adolescents. Quand un adolescent assiste à cette session, si elle retourne à la maison, c'est complètement différent pour mettre en œuvre ce qu'elle a appris. Parce que l'environnement à la maison ou dans la maison n'est pas facile à changer. Nous voyons la même chose. Il faut être sûr que nos interventions atteignent le public cible. Mais ce n'est pas seulement une question de portée, il faut changer les comportements qui sont le point focal de ces interventions. Merci Amélie. Merci Bless Me. Il y avait beaucoup d'informations dans votre intervention, mais je pense que les idées principales étaient axées sur la mise en œuvre fragmentaire, de penser que la formation tout simplement ou l'éducation par les pairs ou simplement une partie d'un programme va résoudre des problèmes. Mais nous savons qu'il faut travailler en collaboration. Chandra, je sais que vous avez travaillé avec Caitlin et Sylvia Wong pour écrire l'étude sur ce qui ne fonctionne pas. Cette étude a provoqué une réaction partout dans le monde et les personnes paniquées à cause de leurs actions ou leur manque d'action. Bien sûr, Sonia et Bless Me, vous avez le droit de répondre aussi. Mais je pense que si nous ne traitons pas de cette question ou si nous ne précisons pas ce que les données disent par rapport à l'éducation des pairs, il y aura des personnes déçues aujourd'hui. Alors, pouvez-vous préciser? Non, je serais contente d'en parler. Mais avant cela, j'aimerais renforcer ce que Bless Me a dit. Oui, il faut créer un environnement sûr et un environnement de soutien. Pour moi, une image forte est une fille de 9 ans qui veut traverser la route chaque jour pour aller à l'école. Quels sont les outils dont elle aura besoin pour traverser la route? Elle a besoin d'informations et des compétences pour savoir quand elle peut traverser, quand elle ne peut pas traverser, ce qu'il faut chercher avant de traverser, les informations et les compétences. Elle a besoin d'un environnement sûr et un environnement de soutien. Les automobilistes qui suivent les règles de la route, les passages piétons, les feux qui marchent, et si les feux ne marchent pas, comme dans beaucoup d'endroits, comme en Inde, il lui faut un garde pour l'aider à traverser la route. Et si elle est percutée par une voiture et elle est blessée, il lui faut des services de santé. Il s'agit d'un ensemble d'interventions. Ce n'est pas une seule chose toute seule. Voilà l'élément essentiel de l'intervention de Bless Me. Encore quelque chose que j'ai vu dans la colonne chat Emily était la question suivante. En disant la fidélité, sommes-nous en train de dire que vous ne devriez pas adapter une intervention pour le point de vue local?
Non, non, non. Vous ne pouvez pas prendre un programme australien ou des États-Unis ou de l'Angleterre ou même d'un autre pays à revenu faible ou intermédiaire et le mettre dans votre contexte. Il faut le tester avant de la mettre en œuvre. Mais une fois que vous l'avez testé et que vous avez démontré que ce programme est faisable, acceptable et efficace, après, il faut le fixer. Vous ne pouvez pas le changer tous les jours. Voilà l'essentiel. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose, en faire une copie conforme et après l'utiliser à travers le monde. Parlons maintenant de l'éducation par les pairs. L'éducation par les pairs est utilisée souvent parce qu'il y a une reconnaissance claire que les jeunes doivent parler entre eux. Les jeunes ont besoin d'autres jeunes pour les informations. Quand j'étais jeune et je voulais des préservatifs, je parlais avec d'autres adolescents. Bien sûr, il y a de bonnes raisons pour ce soutien entre pairs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de parler avec des jeunes, donc on dépense de fonds énormes et beaucoup de ressources pour soutenir l'éducation par les pairs. Cela veut dire d'avoir un jeune qui enseigne d'autres jeunes du même âge. Je parle d'une même idée soulevée par Sonia, le militantisme et les preuves de l'efficacité. L'épreuve de l'efficacité est que pour les programmes de l'éducation par les pairs, quand ils sont bien conçus et bien exécutés, peuvent améliorer la connaissance pour plusieurs initiatives ou peuvent contribuer à une amélioration des attitudes. Mais ces programmes eux-mêmes ne mènent pas aux changements comportementaux. Est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas que c'est un problème tout seul. Si nous reconnaissons ce que ces programmes peuvent faire, nous n'étudions pas les autres conséquences de l'éducation des pairs, comme la création d'une communauté, la création de la compassion, la création d'un sens de propriété, d'un sens d'engagement pour un objectif. Il y a d'autres conséquences qui sont souvent sous-estimées. Nous venons de publier une étude avec Kat Wilkson, une des grandes championnes de l'éducation par les pairs. Elle a été obligée de reconnaître que ce que nous savons est que l'éducation des pairs renforce les connaissances, améliore les attitudes, mais nous n'avons pas beaucoup de preuves par rapport aux changements comportementaux. Je ne pense pas que cela veut dire que nous devrions arrêter les programmes de l'éducation par les pairs. Je pense que nous devrions le faire bien et il faut le combiner avec d'autres interventions et il faut reconnaître les limitations. Il faut aussi tirer parti des points forts de l'éducation des pairs. En conclusion, dans le Journal of Adolescent Health, ils ont inclus une initiative qui s'appelle Zwandiri de Zimbabwe. Des jeunes personnes qui vivent avec le VIH ont joué un rôle essentiel en travaillant avec les adultes pour entrer en contact avec d'autres jeunes personnes vivant avec le VIH, pour les encourager à venir aux établissements sanitaires pour les tests de dépistage et la motivation de continuer avec leur traitement antirétroviral. On ne l'a pas appelé de l'éducation par les pairs. Il y avait peut-être une partie qui était de l'éducation par les pairs, mais l'essentiel était le soutien des pairs, les réseaux d'amitié. Voilà un grand point fort.
À vous, Émilie. C'est très bien. Je pense que Bless Me a dit que, selon ses expériences, les éducateurs pairs eux-mêmes avaient plus de connaissances, avaient des expériences positives en soutenant les autres adolescents, comme Chandra vient de dire. Kate Lane a fait référence dans la colonne chat à l'importance de la valorisation et la mesure de ces effets positifs comme jeune ou comme éducateur père. Je sais que j'ai entendu Sonia qui disait avant que nous ne pouvons pas penser que ces interventions fragmentaires de l'éducation par les pairs, qui sont souvent exécutées rigoureusement, auront des résultats liés aux changements comportementaux à grande échelle. Ce n'est pas juste de dire que l'éducation par les pairs est la solution. Nous ne pouvons pas dire que tout l'avenir de l'accès aux services de contraception pour les jeunes ou les décisions prises par les jeunes sont dépendants de l'éducation par les pairs. Il est regrettable que beaucoup d'initiatives mettent ça comme point focal de leur programme. Kate et moi sommes co-auteurs de cette étude et nous parlons des données, mais en même temps, nous sommes champions de l'engagement des adolescents dans la conception, la mise en œuvre, l'évaluation et même la responsabilisation. Mais je pense que si nous aimons les jeunes, il faut aussi reconnaître où nous n'avons que les faibles données. Et cela ne veut pas dire que nous sommes anti-jeunes quand nous parlons de ce genre de choses. Tout à fait. Il y avait un commentaire et je sais que nous avons dépassé l'heure. Mais en tant que responsable de l'implication des jeunes pour FP 2020, je sais que Bless Me est le point focal des jeunes au Nigeria. Quelqu'un a demandé quand est-ce que nous devrions impliquer les jeunes dans la conversation? Quand est-ce que nous devrions commencer à travailler avec eux? Pour moi, c'est une question intéressante parce que pour la plupart, la réponse devrait être au début. Peu importe où se trouve le début, si c'est la conception même des défis, avant d'identifier le défi, vous devriez travailler avec des jeunes. Souvent, ils ont des priorités différentes des nôtres. Je suis fière de dire que dans toutes les études que nous effectuons à l'OMS, nous engageons les jeunes avec 4 critères. Nous les sélectionnons objectivement, nous les soutenons à contribuer, nous reconnaissons leur contribution et nous les payons pour leur participation. L'étude 4 dans le Journal of Adolescent Health est menée par Marina Plaisance, qui a 27 ans. Elle était l'auteur d'une étude qui avait comme co-auteur la Banque mondiale, la Fondation Gates, l'OMS et le FNUAP. Voilà la solution. Je pense que nous devrions le faire d'une façon qui tire parti des connaissances des jeunes. Cela ne veut pas dire qu'ils ont toutes les réponses, tout comme les adultes. Oui. Bless Me, avez-vous quelque chose à ajouter avant de terminer? Oui, j'aimerais juste présenter quelques observations et m'arrêter là. Oui, je pense que tout cela est important. Je sais que le monde entier essaie d'apprendre à travailler avec les jeunes, avec leur diversité et tout cela. Mais je pense que le moment où il faut impliquer les jeunes est au moment où nous écrivons les propositions pour les interventions.
c'est au moment où nous élaborons la politique, parce que maintenant, vous voulez concevoir une proposition pour les bailleurs de fonds. Vous mettez là-dedans pourquoi vous pensez que ça est quelque chose qui va aider les jeunes. Après, vous avez une proposition écrite qui a été reconnue et maintenant, vous arrivez et vous dites oui, nous voulons la mettre en œuvre. Et qu'est-ce que vous voulez effectuer? Mais je pense que cela va toucher notre proposition et aussi la pérennité de notre projet. Si nous commençons à travailler avec les jeunes au niveau de la proposition ou au niveau de la conception. Deuxièmement, une chose que j'aimerais aborder est la pérennité d'un projet. Je pense que quelqu'un a dit dans la colonne chat comment travaillons avec le gouvernement. Je pense que quelque chose que nous n'avons pas vu est le fait qu'il faut harmoniser nos projets et la mise en œuvre de nos projets avec la politique du gouvernement pour travailler avec les jeunes. Avec cela, la plupart des projets peuvent être soutenus par le gouvernement après la durée ou le cours de vie d'un projet. Voilà ces deux choses. Les jeunes devraient être impliqués dès le développement de la politique et quand les partenaires de la mise en œuvre ou les gouvernements sont en train de concevoir des interventions pour certaines questions de politique, il est essentiel que les jeunes puissent contribuer au niveau de la conception. Merci. Voilà, ce n'est qu'un début. Waouh, nous avons parlé de tellement de sujets. J'imagine que tout le monde est en train de se demander où commencer. Mais quelques bonnes nouvelles. Nous allons suivre cette conversation avec des articles que le Dr. Ray, et désolé, je ne devrais pas dire le Dr. Ray comme nous parlons avec un style informel, que Chandra a écrit, que Sonia a écrit et que Caitlin a écrit, mais aussi avec quelques articles que Bless Me et moi et d'autres points focaux de jeunesse ont rassemblé au fil des années sur ces sujets. Nous avons essayé d'explorer ce qui fonctionne pour de vrai, ce que disent les données. Alors, si vous vous sentez un peu débordé, surtout avec cette riche conversation, je vous encourage à regarder les recherches et les rapports que nous allons vous envoyer. Je vous encourage aussi à participer à nos futures discussions connectées des conversations parce que nous allons parler des éléments de service, des éléments d'engagement des jeunes et aussi de comment vous pouvez mettre à l'échelle des éléments comme l'éducation complète à la sexualité. Nous voulons vous encourager. Si vous vous sentez un peu débordé, vous pouvez attendre avec intérêt ces recherches et ces conversations de suivi. Et écrivez-nous, nous allons répondre à tous les courriels. D'accord? Vous vous engagez. Je ne sais pas si Sonia ou Bless Me ou Chandra, vous avez des derniers commentaires, peut-être un peu d'encouragement ou des suggestions pour encourager les autres à reconnaître leurs erreurs et leurs échecs ou d'autres observations. Vous avez fait un travail formidable. Je vais demander à Sonia de faire la dernière intervention. Merci beaucoup, Chandra, et merci à vous tous. Cette discussion a été vraiment intéressante. J'ai beaucoup appris. J'aimerais simplement répéter ce que nous avons dit au début, que les erreurs peuvent nous transformer. Cela peut être difficile, mais quand nous en tirons des leçons,
ce que nous faisons là est de renforcer le domaine de la santé des adolescents. Nous consolidons nos arguments pour l'investissement dans les adolescents et voilà notre objectif, non? Bref, je pense qu'il est essentiel de continuer la réflexion et de penser à comment reconnaître les leçons que nous avons tirées des dites erreurs, parce que c'est comme ça que nous allons avancer. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est excellent. Merci beaucoup Sonia pour vos commentaires. J'ai voulu reconnaître un collègue qui travaille à la fondation Packwood en Inde, je crois, qui a écrit quelques articles sur les raisons pour lesquelles nous devrions reconnaître les échecs. Il s'appelle Anand Sinha et nous voulions le reconnaître en particulier d'ici parce que ce qu'il a décrit devient de plus en plus populaire. C'est quelque chose qui s'appelle une fête des échecs. Nous essayons tous de faire ce genre de choses de plus en plus, mais il faut le faire bien. Alors, nous apprenons. Ce sont des petites étapes pour nous à FP 2020. Nous organisons cette série qui parle des échecs et des erreurs. Nous l'avons déjà fait pendant quelques ateliers. Si quelques-uns parmi vous aimeraient organiser ce genre de conversation dans votre pays ou dans votre communauté, contactez-nous. Ensemble, nous pouvons apprendre à créer une culture de compréhension des erreurs et des échecs. Contactez-nous. Je peux faire du suivi après ce webinaire, mais je vais aussi mettre mon adresse mail dans la colonne chat pour ceux qui s'intéressent. Autre chose? Merci, Émilie, d'avoir été une très bonne animatrice et de nous avoir rassemblés. À vous, à Kate, à Sarah et à l'équipe FP 2020 et l'équipe de Knowledge Success. Merci. Merci à vous tous. C'était une conversation très intéressante avec vous tous. Merci beaucoup. Restez en bonne santé, tout le monde. Merci. Au revoir. À la prochaine.